Notre invité politique ce matin, c'est Aurélien Pradier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député du Lot, secrétaire général des Républicains. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Julien Lécuyer. Bonjour Julien. Bonjour Oriane. De La Voix du Nord. Et on commence par cette crise sanitaire et Olivier Véran qui va donc s'exprimer cet après-midi pour détailler, expliquer la stratégie du gouvernement dans cette lutte contre le Covid. Est-ce que pour vous, elle manque de clarté, cette stratégie gouvernementale ? Je pense qu'on peut le dire avec une certaine évidence. Depuis le début, elle manque de clarté, elle manque de cohérence. Nous l'avons vu sur la question des masques, qui est un sujet absolument central, qui a démontré à quel point le gouvernement ne savait pas où il allait. Et d'ailleurs, vous savez, si aujourd'hui on a une telle contestation sur la question du port du masque généralisé, il faut comprendre d'où ça vient. Ça ne vient pas d'un complotisme ambiant. Ça vient aussi du fait que les mêmes dirigeants qui aujourd'hui nous expliquent que le port du masque est absolument impératif, hier nous expliquaient qu'il ne fallait surtout pas le porter. Et donc cette incohérence de la parole publique, elle a créé ce grand brouillon. Puis aujourd'hui, moi j'ai un vrai sujet avec les tests. Depuis le début de cette crise sanitaire, tout le monde nous dit, tout le monde convient que les tests sont au cœur de la stratégie. Le ministre de la Santé n'a pas cessé de le répéter. Et depuis plusieurs mois, nous nous rendons compte que le pays n'est pas du tout organisé pour permettre les tests. Enfin, il faut être très clair. Vous l'avez peut-être vu avec certains de vos proches. Aujourd'hui, il faut attendre dans des files d'attente de 4 à 6 heures, les uns contre les autres, pour bénéficier d'un test. Il faut parfois plusieurs jours pour obtenir le résultat du test, ce qui fait que c'est totalement inefficace. La priorisation dont parle Jean Castex, vous y êtes favorable, j'imagine. Bien sûr, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Depuis 48 heures, on voit que ça ne marche pas. Voyez les files d'attente parisiennes, voyez en province, moi je le constate, y compris dans ma région, les laboratoires sont absolument débordés. Et ça veut dire quoi que la stratégie d'aller dire aux gens, allez vous faire tester, même aux moindres symptômes, et de rendre les tests gratuits, ce n'était pas la bonne stratégie ? Ça veut simplement dire que notre pays a été incapable de s'organiser. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que ce gouvernement a été incapable de mettre en place une stratégie à la hauteur de ses moyens. Il a été incapable, depuis le début de cette crise sanitaire, de faire en sorte que nous ayons notamment des techniques de test nouvelles. Enfin, écoutez, nous sommes dans une grande nation, une grande puissance mondiale. Moi, je trouve invraisemblable, pardon de le dire, que depuis le début de cette crise, on n'ait pas trouvé d'autre solution de test que le test par le prélèvement nasal qui pose des problèmes. Enfin, on est quand même un grand pays qui aurait pu réfléchir à ces questions, s'organiser, l'État aurait pu mobiliser des moyens pour que nous ayons cette capacité de recherche et d'innovation. Et quant à l'organisation opérationnelle, je suis désolé, mais ce gouvernement parle beaucoup, Jean Castex nous fait des grandes phrases. Mais est-ce qu'il faut aller plus loin concrètement, M. Pradier ? Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'il faut peut-être reconfiner plus facilement localement, être encore plus strict sur les contraintes qui sont imposées aux gens ? Moi, je vais être clair sur la question des tests. Je pense que c'est absolument urgentissime que le gouvernement traite cette question-là. Je le redis, on ne peut pas avoir des files d'attente de 4 à 6 heures avec des gens les uns contre les autres, avoir plusieurs journées d'attente pour les tests. Donc il faut régler prioritairement ce problème-là et il n'est pas réglé aujourd'hui. Pour le reste, et notamment ce que vous évoquiez sur la territorialisation des mesures, oui. Moi je suis décentralisateur. Mais enfin, au-delà d'être décentralisateur, je suis aussi soucieux d'une stratégie nationale. Cette épidémie, elle n'est pas limitée à certaines régions. Cette épidémie, c'est une épidémie qui touche l'ensemble du pays et l'ensemble du monde. Et donc je souhaite que la nation fixe un cap. Et cette stratégie de Jean Castex qui consiste à dire, au fond, au territoire, débrouillez-vous, moi je trouve stupéfiant qu'un Premier ministre dise à ses préfets, vous allez nous faire remonter vos propositions pour organiser la stratégie sanitaire. J'ai du mal à saisir, M. Pradier, parce que d'un certain côté, on entend la droite qui estime qu'il faut redonner du pouvoir au territoire et justement différencier pour s'adapter au terrain local. Et en même temps, vous me dites qu'il faut une stratégie nationale et finalement que l'État impose des règles communes. Et parce que, moi, ma conviction, c'est qu'on peut être décentralisateur sans souhaiter qu'une stratégie qui doit être une stratégie régalienne se traite au niveau départemental. Enfin, prenons les questions de sécurité publique. Chacun conviendra qu'on peut être décentralisateur et en même temps ne pas souhaiter que la police et la gendarmerie s'organisent de manière différenciée selon les départements. Il y a des règles nationales qui doivent être fixées. La décentralisation, elle n'a de force que si elle a un cadre national. Il y a des sujets sur lesquels on peut effectivement, et c'est souhaitable, donner au territoire toute latitude, y compris sur les questions sanitaires que nous évoquons. Mais il doit y avoir un cadre national. Prenons un exemple très précis pour que je puisse me faire comprendre. La question des écoles. Aujourd'hui, dans un département comme le mien, il y a une stratégie qui peut consister, dès lors qu'il y a un cas dans une école, à fermer une seule classe. Dans un département voisin, le même département qui est à quelques kilomètres, la stratégie va être de fermer toute l'école dès lors qu'il y a un cas. Vous comprenez bien que cette volonté de différencier ne peut pas être une volonté, on ne peut pas produire des écarts considérables dans la stratégie. Je crains
que, sous prétexte d'être décentralisateur, ce que ce gouvernement n'est pas du tout, c'est un gouvernement ultra-centralisateur, Emmanuel Macron est ultra-centralisateur, derrière cet affichage-là, il y a une volonté de refiler la patate chaude au territoire, sans les moyens qui sont nécessaires. Et voilà donc ma réserve et mon inquiétude. Allez, on va parler de cette rentrée sociale et cette journée de mobilisation aujourd'hui à l'appel de la CGT pour demander notamment des hausses de salaire, pour manifester contre les suppressions d'emplois. Est-ce que vous comprenez cet appel à manifester? L'appel à la manifestation, non. Vous savez, ça fait longtemps pour ma part que je ne comprends plus très bien ce que les organisations ou quelques organisations syndicales de ce pays veulent faire et peuvent faire. Mais ce que nous ne pouvons pas ignorer, notamment depuis la crise des Gilets jaunes, c'est qu'il y a dans notre pays deux sentiments graves. Celui de la désespérance. Je pense que notre pays désespère. Toutes les catégories sociales, toutes les générations n'ont plus de cap, n'ont plus de raison d'espérer à un avenir meilleur. Et ça, c'est dramatique dans une démocratie comme la nôtre. Et ma deuxième source d'inquiétude, c'est ce sentiment d'injustice profond. Personne ne peut contester aujourd'hui que nous avons une question sur les salaires dans notre pays. Personne ne peut contester aujourd'hui que nous avons une vraie question sur les injustices sociales dans notre pays. Et si nous ne traitons pas, si le politique ne traite pas cette question du manque d'espérance, du manque d'espoir et de cette présence trop forte de l'injustice, alors nous allons vers l'explosion sociale. Mais alors ça veut dire quoi, M. Pradier? Ça veut dire que, par exemple, il faut répondre à la revendication de la CGT, d'augmenter les salaires des premiers de corvée, comme on dit? Mais nous pouvons souhaiter traiter la question des salaires sans être d'accord avec la CGT. Vous savez, la droite républicaine à laquelle j'appartiens, elle a toujours interrogé la question de la justice sociale. Georges Pompidou, le général de Gaulle, était extrêmement favorable à la question de la participation, notamment pour faire évoluer les salaires. Nicolas Sarkozy avait la question de la défiscalisation des heures supplémentaires. La droite à laquelle j'appartiens, c'est une droite juste, qui est capable de poser la question des salaires que nous devons poser dans notre pays aujourd'hui, sans pour autant devenir des affreux cégétistes, sans vouloir dire qu'ils sont tous affreux. Et donc je dis qu'un des chemins pour la droite républicaine, c'est d'être juste. Et ça passe par la question des salaires. L'autre défiance qu'on peut noter, M. Pradier, c'est le sentiment des Français que l'État ne peut plus rien faire contre les plans sociaux. On l'a vu avec Auchan, Nokia et hier Bridgestone, où Xavier Bertrand, votre ami Xavier Bertrand, a parlé même d'assassinat. Hein, le terme est quand même pas anodin. Est-ce qu'on est condamné à avoir des plans sociaux sans pouvoir réagir? C'est aussi sûrement une des grandes raisons de désespérance dans notre pays, c'est cette forme de fatalité. Depuis quand la politique n'a pas changé la vie de nos concitoyens? Depuis très longtemps. Depuis quand la politique n'a pas été capable de dire que ce qui n'était pas acceptable devait être transformé? Et Emmanuel Macron incarne ce fatalisme. Au fond, il a cette vision qui consiste à dire que le politique est là pour accompagner une marche quasi évidente du monde, la mondialisation et ses injustices, les écarts de salaire et ses injustices, la concentration des richesses entre certaines fortunes et l'écart entre les premiers de corvée et les autres. Bref, Emmanuel Macron, il est là pour être spectateur de cette installation des injustices et de cette fatalité, notamment sur les plans sociaux. Eh bien, je crois que là aussi, un des grands chemins de responsabilité pour la droite, c'est de réincarner ce que nous avons toujours historiquement incarné, c'est-à-dire un volontarisme politique. Au fond, qu'on ait le courage de mettre les pieds dans le plat et de dire cela doit être changé et c'est aux politiques. Mettre les pieds dans le plat, est-ce que ça veut dire concrètement remettre en cause le libéralisme qui a été un fil conducteur de la droite, hein? Écoutez, moi je ne veux pas utiliser des mots parce que je sais qu'ils sont toujours source de caricature, mais le général de Gaulle parlait des forces de l'argent. Georges Pompidou a prononcé quelques grands discours, notamment à Chicago en 1970, dans lequel il disait aux chefs d'entreprise, votre première responsabilité, les chefs d'entreprise le savent d'ailleurs, c'est une responsabilité qui consiste à faire progresser les hommes, les femmes et les hommes. Et donc, je pense que l'on peut être de droite, c'est d'ailleurs notre fil conducteur historique, sans pour autant considérer que la valeur économique est supérieure à la valeur humaine. La grande espérance de la droite républicaine a toujours été de dire ce que nous voulons, c'est que les femmes et les hommes de notre pays vivent mieux demain, qu'ils trouvent des raisons d'espérer et des raisons de trouver leur bonheur. Et cela passe par une nécessité d'interroger notre économie.
Je peux le dire sans être taxé d'être un afro-communiste. Intervenir dans l'économie, est-ce que ça veut dire concrètement entrer en participation de l'État dans certaines entreprises qui sont en difficulté, comme à Bridgestone ou ailleurs? Bien sûr, lorsque ces entreprises sont stratégiques, la droite républicaine l'a toujours fait, nous pouvons parfaitement investir au titre de l'État. Mais il faut aller plus loin. Je parlais de la question des salaires tout à l'heure. Moi, je crois en une vraie révolution de la participation, c'est-à-dire que nous devons revoir un mécanisme profond qui nous permette de faire en sorte que celui qui produit des efforts soit justement récompensé. Je crois en une droite juste, tout simplement. Aurélien Pradier, vous entamez un tour de France environnemental. Est-ce qu'il y a besoin de prouver que les Républicains s'intéressent à ces questions de l'environnement et de l'écologie ? Il y a sûrement besoin de rappeler que la droite républicaine a historiquement beaucoup fait sur la question de l'environnement. Et là, pardon de le remettre en perspective aussi. Le premier ministère de l'environnement, c'est Georges Pompidou. Le discours de Johannesburg sur la maison qui brûle, c'est Jacques Chirac. Le Grenelle de l'environnement, c'est Nicolas Sarkozy, c'est Jean-Louis Borloo. Oui, ça n'a pas l'air quand même d'imprimer auprès des Français. Il y a un sondage IFOP, il vient de chez vous, donc on ne va pas tellement le remettre en cause. C'est près de 7 Français sur 10 interrogés estiment qu'aujourd'hui, aucun parti de droite n'incarne l'écologie. Mais partez loin. Si votre question est de dire est-ce que la droite républicaine, depuis quelques années, n'a pas oublié toutes les palettes de composition qui pouvaient être la sienne, évidemment que oui. Est-ce que c'est pas plus qu'oublié ? On va écouter ce que disait Luc Châtel. C'était en 2016, il était alors président du Conseil national des Républicains. Chers amis, les Républicains doivent être le parti du principe d'innovation plus que du principe de précaution. Le parti du gaz de schiste, le parti des OGM, le parti des biotech. On ne peut pas dire que l'écologie était au cœur des Républicains non, il y a encore quelques années. On ne peut pas dire que sur ce coup-là, Luc Châtel ait dit quelque chose de très intelligent non plus, pour une raison très simple. C'est si je suis factuel, la loi qui a été portée sur l'interdiction de l'exploration du gaz de schiste, elle a été portée notamment par Christian Jacob et par la droite républicaine à l'Assemblée nationale. Le premier qui crée la commission de développement durable à l'Assemblée nationale, devinez qui c'est ? C'est Christian Jacob, et c'est la droite républicaine. Donc vous avez raison de dire que sûrement nous nous sommes égarés. Sûrement que durant quelques années, la droite républicaine a oublié qu'elle pouvait et qu'elle devait parler de ces sujets. Et moi, je crois... On sait que Laurent Wauquiez, le précédent président du parti, n'était pas très porté sur ces questions écologistes. Il jugeait que ce n'était pas la priorité. Est-ce que c'est lui qui vous a fait rater le virage écolo ? Non, c'est une responsabilité collective. Je crois que la droite a cru à une stratégie, et j'y ai cru sûrement à un moment aussi, qui consistait à ne parler qu'à sa part de marché électoral. Vous savez, c'est cette droite qui se dit au fond que son avenir, c'est de faire au moins 10% aux élections. Eh bien, nous sommes de plus en plus nombreux à croire que le bel avenir de la droite, c'est de faire plus de 50% aux élections. C'est d'emporter les Français avec nous, comme Jacques Chirac a su le faire, comme Nicolas Sarkozy ont su le faire. Et moi, je crois que l'écologie, plutôt la défense de l'environnement, c'est une grande et belle épopée pour l'humanité. Je pense que nous avons besoin, dans notre époque, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle conquête, d'une nouvelle épopée, je prononce le mot. Et je pense que l'environnement peut être cette nouvelle épopée et que la droite républicaine a quelque chose de positif à dire qui interroge notre société, qui interroge la notion de progrès, qui veille à ce que nos concitoyens soient plus heureux demain, non pas qu'ils aient le dernier téléphone à la mode, mais qu'ils puissent se nourrir de manière qualitative, qu'ils puissent élever leurs enfants dans des conditions d'environnement. Interroger la consommation, vous voulez dire, oui. C'est interroger la manière dont on vit dans la société. Mais est-ce que ça veut dire, par exemple, de remettre en cause le déploiement de la 5G ? Je pense qu'il faut interroger ce sujet sur la 5G. Et moi, je m'épuise de voir deux formes d'intégrisme se faire face. L'intégrisme macroniste, qui au fond est incapable de se poser des questions, qui considère que parce que c'est moderne, c'est beau. C'est cette espèce de progressisme permanent qui est une forme de dictature de la pensée. Et puis l'autre intégrisme qui est celui qui interdirait toute évolution. Moi, je suis ni pour l'évolution technologique permanente, sans la questionner, qui aboutira un jour ou l'autre au transhumanisme, ni pour la lampe à huile. On peut être entre les deux. Clairement, c'est quoi la position des Républicains sur cette 5G ? Il faut la déployer ou pas ? Écoutez, moi je vous exprime ma position personnelle. Je ne veux pas embarquer l'ensemble de mes collègues sur ce sujet. Mais moi je m'interroge sur la question de la 5G. Sans être pour autant un affreux complotiste ou je ne sais quoi. Je dis simplement une chose claire. Aujourd'hui, nous avons dans notre pays des centaines de territoires, et notamment dans le Lot, dans lesquels on n'a pas la question de la 5G. On n'a même pas accès au téléphone portable.
Et donc je veux bien qu'Emmanuel Macron, du haut du 7e arrondissement de Paris, nous fasse la leçon sur la 5G et la lampe à huile, mais commençons à régler les territoires dans lesquels nous n'avons même pas accès au téléphone portable. Donc ça veut dire qu'il faut laisser le temps du débat, il faut un moratoire sur cette question? Je pense qu'il moratoire, je ne sais pas, en tous les cas, il faut en débattre. Et il faut débattre de cette question du progrès. Moi, je ne suis pas sûr, demain, moi-même, d'être plus heureux parce que je vais pouvoir gagner quelques secondes ou demi-secondes à télécharger mes films préférés. Je pense que notre pays est grand de sa littérature, est grand des loisirs que l'on offre aux femmes et aux hommes, est grand de son alimentation. Et voilà des sujets qui interrogent la consommation. Mais quand la droite républicaine dit par exemple qu'elle est hostile à l'ouverture des commerces le dimanche, elle le dit parce qu'elle interroge la question de la consommation. Et qu'elle dit au fond que nous avons besoin d'un moment de respiration dans notre semaine. Je me l'applique à ma génération aussi. Je le redis là aussi sans aucune espèce de caricature. Et est-ce qu'on peut interroger le Tour de France? C'est une vache sacrée ou pas? On peut interroger le Tour de France, mais ce que je ne veux pas, c'est que toutes ces interrogations poussent à chaque fois à fouetter les mêmes, c'est-à-dire les classes populaires. Parce qu'au fond, derrière ce discours-là, il y a un discours pseudo-élitiste, cette idée qu'au fond, le Tour de France, c'est pour les ploucs, et qu'il faut en passer à autre chose. Ça, je ne le supporte pas. Moi, je crois en une défense de l'environnement qui est capable aussi de permettre à chacun de nos concitoyens de vivre heureux. L'environnement sinistre, ça ne m'intéresse pas. Allez, on va parler de votre parti, des Républicains, et de ce sondage Ipsos pour Le Monde sur les préoccupations des Français. Et on voit que les sympathisants des Républicains, eh bien, ils placent en tête de leurs préoccupations la sécurité, le terrorisme et l'immigration, dans des proportions qui sont même supérieures aux chiffres constatés chez les sympathisants du Rassemblement national. Le Monde a même pointé, vous avez sûrement lu cet article, un risque de poujadisation des militants républicains. Est-ce que vous partagez ce constat ? Oui, enfin, c'est un discours que j'entends depuis plusieurs mois et qui ne s'est jamais vraiment démontré. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans cette étude-là ? C'est au fond de se demander quel est l'avenir de la droite. Est-ce que l'avenir des Républicains, c'est seulement d'alimenter un fonds de commerce ? Non. Parce que ce fonds de commerce, il représente combien à l'échelle de la France ? Aux dernières européennes, il a représenté autour de 10%. Je le redis, l'avenir de la droite républicaine, c'est d'embarquer avec nous, dans un même élan, une majorité de nos concitoyens. Moi, je ne me suis pas engagé dans politique et dans cette famille politique pour être seulement le chef d'un clan. Je me suis engagé parce que je souhaite que la droite républicaine porte ses idées pour l'ensemble de nos concitoyens. Et vous savez, au Port-Marly, il y a quelques semaines, on a fait la rentrée des jeunes républicains, on avait 1000 jeunes qui étaient là. Aucun autre parti n'est capable de le faire. Et durant ces 2 journées, nous avons parlé d'écologie, nous avons parlé de croissance, nous avons parlé de démocratie, de nouvelles Bruno formes de Retailleau, démocratie. je me souviens, a beaucoup parlé aussi de sécurité. Oui, mais Bruno Retailleau a raison de parler de sécurité. Mais nous avons eu raison aussi, et ces jeunes-là y ont trouvé un véritable espoir, que nous disions que la droite républicaine était capable de porter des vraies avancées sur la question du handicap, sur la question des violences conjugales, sur ces sujets qui traversent notre société. Et les Républicains se sont trop enfermés dans ces questions de sécurité, d'immigration pour vous ? Et sûrement est-ce un défaut de tous les partis. Vous savez, il y a un raisonnement moi, qui me stupéfait depuis quelque temps, qui était ce raisonnement des parts de marché électorales. Souvent, dans les réunions, on entend ça. On dit, au fond, il faut qu'on s'adresse à notre électorat. Enfin, on n'est pas un grand parti, celui du général de Gaulle, de Jacques Chirac, pour ne s'adresser qu'à notre électorat. Puis sinon, on continuera à faire 10% aux élections. Notre ambition, c'est de nous adresser aux Français. Voilà pourquoi je suis hostile à tout ce qui nous rétrécit, les primaires, ces discours binaires. Je veux que nous élargissions notre regard. La droite a toujours échoué quand elle était borgne. Mais quand on regardait les Français avec un seul œil, qui était celui du régalien. Nous devons aussi regarder les Français en donnant un espoir. Mais vous parlez de primaires, justement. On a du mal à saisir comment vous allez vous en sortir pour choisir un candidat pour la présidentielle de 2022. Mais vous avez un peu de recul historique. Vous êtes à peine plus âgé que moi. Mais vous savez que jusque-là, dans l'histoire politique de notre pays, on a réussi à avoir des candidats au présidentiel qui, même pour certains, ont été élus sans la primaire. Moi, je suis stupéfait qu'aujourd'hui, on nous explique au fond qu'on est né avec la primaire et qu'on devra mourir avec la primaire. Non. Donc vous n'êtes pas favorable à cette primaire ? Non, j'y suis totalement hostile. Parce que la primaire, elle rétrécit. Elle consiste d'abord à être un chef de clan avant de devenir le chef d'État. Et ça ne marche pas. Et j'ajoute à ça que la primaire a un défaut considérable, c'est que elle donne au moindre pimpin du coin la possibilité d'être candidat à la présidentielle. Or, être candidat à la présidentielle, c'est une autre affaire que d'être élu à la primaire sur un malentendu. Mais alors il faut quoi ? Un conseil des sages, comme l'évoque Gérard Larcher, une élection par des grands élus, comme ça a pu se faire en 1958 pour l'élection de Gaulle, justement ? Comment Nicolas Sarkozy devient le candidat de la droite républicaine ? Il devient le candidat de la droite républicaine après qu'il se soit
très tardivement imposé dans l'opinion comme étant celui qui avait le plus de chances d'être élu. Et moi, j'en appelle à la responsabilité de chacun. J'imagine que, y compris ceux qui ont un talent fou dans notre famille politique, seront capables d'être lucides sur le fait qu'il y en aura au final, quelques mois avant, un ou une qui aura le plus de chances de l'emporter. Et qui aujourd'hui vous semble en mesure de s'imposer dans l'opinion? Mais 2 ans avant, personne. Ça n'est jamais arrivé que 2 ans avant, nous ayons un candidat qui s'impose. Moi, je trouve qu'il y a une forme d'hystérie autour de ce sujet depuis plusieurs semaines. C'est tout à fait irrationnel. Ça n'est jamais arrivé que 2 ans avant, nous ayons un candidat naturel. On parlait de François Baroin. Vous croyez encore à sa candidature ou pour vous, il a renoncé? Moi, je crois en une idée certaine de la fidélité en politique. J'ai une estime considérable pour François Baroin, pour ce qu'il est et pour les convictions qu'il porte. Et principalement pour les convictions qu'il porte, parce que c'est ce qui compte pour moi. Cette vision juste de la société, c'est une vision que j'aime. Et j'ai toujours dit que s'il était candidat, je le soutiendrais de toutes mes forces. La décision lui appartient. Mais tant qu'il n'aura pas dit qu'il ne sera pas candidat, je continuerai par fidélité, par honnêteté, à dire que je le soutiens. Et vous ne la connaissez pas encore, cette décision? Non, et je ne serai pas de ceux qui, parce que la période est fébrile, quitteront le navire en se disant il faut changer de cheval. Non, oui, vous comprenez ces personnes qui, au sein de votre parti, sont déjà en train de changer... De changer de cheval, qui font des coups qui font des appels du pied à Xavier Bertrand déjà. Dans le Lot, nous avons une expression que j'aime beaucoup. On dit que sur le marché aux bestiaux, les premières vaches qui se vendent ne sont pas les meilleures. Voilà, ça c'est dit. Très belle expression. Avant la présidentielle, il y a les régionales. Est-ce que vous serez candidat, vous, aux régionales? J'ai dit que j'annoncerai ma décision. Je ne vais pas vous faire une barouin, mais dans 15 jours. L'Occitanie. Vous devez le savoir dans 15 jours. Vous devez savoir si vous savez être candidat si ou pas. je vous le dis, c'est vraiment que j'ai encore besoin de réfléchir. Je ne le fais pas par coquetterie. Je le fais d'abord parce que j'aime beaucoup cette région d'Occitanie, que c'est ma région, qu'elle m'a beaucoup donné, que je sais avoir à lui rendre aussi beaucoup, comme mon pays m'a beaucoup donné et j'essaie de le lui rendre. Je sais aussi que je ne suis pas frappé de cette urgence d'être candidat à toutes les élections, que l'élection régionale est une élection engageante et que je ne veux pas faire semblant. Je sais aussi que nous pourrions faire beaucoup mieux que ce qui est fait aujourd'hui par la présidente de région socialiste, que le match qui s'installe entre cette gauche qui n'a pas beaucoup d'idées et l'extrême droite des énervés locaux m'inquiète. Et justement, pour finir, je prendrai mes responsabilités d'une manière ou d'une autre. Pour finir, on va regarder un sondage IFOP dans votre région. C'est vous qui avez été testé pour les Républicains. Alors certes, vous allez me dire, on est loin de l'élection et ce n'est qu'un sondage. Mais quels enseignements vous tirez de ce sondage? Vous arrivez en 3e position à 14%. Et derrière Carole Delga dont vous parliez et la liste du Rassemblement national, est-ce que ça vous donne envie d'aller au combat ou est-ce que vous vous dites ça vaut peut-être pas le coup? Oh non, c'est pas ce qui guidera ma décision. Vous savez, si dans le Lot on avait fait un sondage quelques semaines avant l'élection législative, j'aurais sûrement été donné perdant. J'ai toujours gagné les élections quand les sondages me donnaient perdant. Non, ce que j'observe, c'est que nous arrivons, sans même que je sois candidat, à être devant le ministre de l'Agriculture, devant La République En Marche, qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc je prendrai mes responsabilités et ma décision, mais je le ferai avec sincérité, avec respect de mes concitoyens. Et merci beaucoup. Merci Aurélien Pradier. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous ce matin. Demain, à votre place, ce sera Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. On passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle.